Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory, des écoutes inspirantes qui accompagnent le changement des consciences. Je suis Céline Basset et c'est un immense bonheur de réaliser ces interviews afin de partager avec vous la connaissance et les expériences de mes invités. L'écoute et la transmission ont toujours été une grande source d'enseignement et je suis convaincue que c'est à partir de là que naissent de grands changements en soi. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent. Le tarot de Marseille suscite un pouvoir de fascination depuis des siècles. Dans quel but ? Souvent utilisé à des fins divinatoires, le tarot n'est pas un jeu de cartes ordinaire, mais un véhicule occulte d'un enseignement philosophique complexe et profond. Cette émission podcast que je vous propose n'est pas un échange entre initiés. Tout comme un grand nombre de nos auditrices et auditeurs, je ne connais absolument rien sur le tarot, mis à part que je partage probablement une étrange fascination pour ce jeu de cartes, et qu'il est fort probable que dans un futur proche, je me plonge à mon tour dans l'utilisation de ce support. C'est justement cela que l'on aime chez Bonheur Factory, proposer des sujets avec innocence pour ouvrir nos esprits à la connaissance, développer notre propre discernement et être à l'écoute de nos vérités personnelles. J'avais vraiment envie de proposer une émission consacrée au tarot. Pour cela, je me suis mise en quête d'une spécialiste et c'est vers Hélène Huck que je me suis tournée. Hélène est une tarologue émérite. Les 22 arcanes majeurs et les 56 arcanes mineurs du tarot de Marseille n'ont aucun secret pour elle. Hélène est également l'auteure du livre et du jeu de cartes Le tarot de l'unité aux éditions Tana. Elle se décrit comme une femme passionnée et prise de connaissances, d'amour et de liberté. Cette quête de connaissance l'a menée vers le tarot qui, tel un guide, l'a accompagnée sur un cheminement profond de la connaissance de soi. Mais Hélène Huck n'est pas qu'une simple tarologue. Elle se propose de partager avec nous dans cette émission comment le tarot lui a ouvert toutes ses portes et ses pistes de réflexion sur l'unité en soi, sur la nécessité de sceller une nouvelle alliance entre nos polarités féminines et masculines afin de redonner du sacré dans la relation à soi. Elle partagera avec nous comment elle accompagne les femmes sur la voie de Marie-Madeleine et de ce que cela signifie que de s'engager sur une voie de prêtrise égyptienne de tradition isiaque. Il me tenait à cœur de proposer ce podcast pour s'ouvrir à des connaissances qui ont traversé les siècles depuis l'Égypte ancienne, entourées de grands mystères, probablement pour mieux les protéger des religions dogmatiques. Hélène Huck fait partie de nos contemporaines, courageuses et brillantes, qui s'est laissée guider afin d'enseigner et initier à son tour ses connaissances sacrées, grâce notamment à l'école du tarot en ligne Tarosofia, qu'elle a créée où elle dispense des enseignements avec une approche initiatique, alchimique et spirituelle du tarot, afin de rendre l'utilisation de ce support de guidance intelligible et accessible au plus grand nombre. Si le tarot a guidé Hélène Huck pour répondre à l'appel d'Isis, Marie-Madeleine et de la Sophia, c'est qu'il y a sûrement de profonds enseignements dans ces cartes et qu'à l'évidence, ils pourraient contribuer à nous guider pour opérer de grandes guérisons, notamment entre le féminin et le masculin. Bonjour Hélène. Bonjour Céline. Je suis ravie de partager cette émission avec nos auditrices et auditeurs de notre chaîne podcast. Alors nous allons bien évidemment échanger sur votre parcours et la manière dont le tarot est venu vous chercher. Mais avant tout, il me semble intéressant de parler un petit peu de ce que l'on sait sur ce jeu de cartes. On dit que ce jeu de cartes aurait
probablement vu le jour en Toscane, en pleine Renaissance. Il aurait été imaginé par le philosophe Marcille Ficin, qui aurait été le premier à traduire en latin le travail de Platon. Et il aurait été créé comme un support pour ses élèves, mais très rapidement, l'Église l'aurait ensuite mis en garde et le mystère de sa création, du coup, reste entier. Un documentaire justement sur ce sujet a évoqué la possibilité que parmi les proches amis de ce philosophe, il y avait de grands artistes qui auraient peut-être participé au dessin de certaines arcanes, comme Botticelli. Mais bien sûr, ce ne sont encore que des suppositions, puisque le mystère est vraiment entier à ce sujet. Alors, on l'appelle le tarot de Marseille, car il s'agirait, paraît-il, de la dernière ville qu'il aurait encore produit, donc au XIXe siècle. Donc là, je vais m'adresser à la tarologue que vous êtes. Quelles sont vos recherches à ce sujet et que pouvez-vous nous partager sur son origine? Alors moi, je ne suis pas historienne du tarot. Ça, c'est important de le préciser. Je n'ai que des intimes convictions qui n'appartiennent qu'à moi, mais que je partagerai avec grand plaisir avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, comme vous l'avez souligné, le tarot est officiellement apparu en Italie du Nord, donc probablement oui, en Toscane ou autour de Milan, fin 13e, début 14e siècle. Mais à mon sens, et je ne suis pas la seule à le dire, hein, il est beaucoup plus ancien que cela. Alors en tout cas, dans sa forme actuelle, c'est-à-dire tel qu'on le connaît sous la forme d'un jeu de cartes, je pense que cela remonte probablement au tout premier siècle de notre ère. Et pour ça, je m'appuie beaucoup sur les travaux de Philippe Camoin, qui est un descendant de maître quartier marseillais et qui a d'ailleurs élaboré un jeu de tarot de Marseille qu'on connaît très bien, hein, puisque c'est le jeu Camoin-Jodorowsky. Donc, c'est pas n'importe qui. Ce monsieur fait des recherches depuis très, très, très longtemps. Et moi, elle m'intéresse à double titre, ces recherches, parce qu'il lie l'origine du tarot à la figure de Marie-Madeleine. Ah, très bien. Ah ouais, carrément. Donc, je suis forcément séduite de par mon parcours et on va dire mes affinités spirituelles par cette hypothèse. Alors, moi, et qu'est-ce que c'est qui le conduit vers cette possibilité? Alors, il avance certaines pistes, mais on attend toujours son ouvrage avec impatience. Ça fait plusieurs années qu'il nous tease en disant qu'il va sortir un ouvrage sur Sainte Marie-Madeleine et le tarot de Marseille. Mais selon lui, ça aurait à voir avec l'arrivée donc, de Marie-Madeleine en Gaule suite à la crucifixion, puisqu'elle aurait été persécutée par les Romains, elle et ses proches qui faisaient donc partie des disciples les plus fervents, on va dire, de Jésus. Et quand elle est arrivée donc en Gaule, elle aurait évangélisé un certain nombre de régions. Et du coup, il fait un lien entre les enseignements gnostiques dont elle était probablement à la fois porteuse et dépositaire en tant qu'héritière du christianisme originel et les enseignements spirituels que l'on retrouve dans le tarot. Et avant, moi, de connaître les hypothèses de Philippe Camoin, j'avoue que j'avais déjà, parce que Marie-Madeleine me suit depuis quand même une vingtaine d'années, et j'avais déjà établi un certain nombre de ponts et de liens iconographiques et symboliques entre le tarot et la présence en filigrane de Marie-Madeleine dans les images et dans certains attributs, dans certains symboles. Et là, j'avoue que ça a été pour moi un choc, une espèce de révélation quand j'ai pris connaissance de ces hypothèses-là, parce que pour moi, ça résonne comme une évidence, en fait. Voilà, donc moi, je ne suis pas spécialiste historienne du tarot, mais voilà, comme je disais, j'ai mes convictions personnelles.
Au-delà de ça, on suppose aussi que la sagesse hermétique contenue dans Oui. les cartes du tarot remonterait à bien plus loin que cela. Donc, on précise, la sagesse hermétique vient d'Hermès, hein, donc C'est ça. voilà. Mhm. Pour Hermès toute la... Trismégiste, Exactement, c'est les Grecs qui l'appellent comme ça, mais si on remonte encore un petit peu plus loin, c'est Thoth, le dieu oui, Thoth égyptien. Voilà. tout à fait. Donc, ce sont des connaissances qui remonteraient à cette civilisation égyptienne. Alors, il y en a même qui vont encore plus loin et Mm. qui font remonter cela à l'Atlantide. Ouais. Voilà, tout ça est une Mm. un espèce de fil rouge en fait voilà, qui fait remonter vraiment l'origine du tarot à des temps immémoriaux. On Mm. n'a pas de preuve de tout ça, Bien mais sûr. voilà, après chacun peut se forger sa propre opinion. Donc, c'est de la transmission de connaissances dans Oui, certains alors milieux. c'est ça, ça se faisait dans les écoles de mystère durant Oui. l'Antiquité. Mhm. Puis ça a traversé les âges avec les bâtisseurs de cathédrales, les alchimistes, puis Mm. certaines autres sociétés secrètes, jusqu'à l'occultisme et à l'ésotérisme du 18, 19, 20e siècle et Mm. jusqu'à nous aujourd'hui, où on est dans cette levée des voiles, où Mm. la connaissance redevient accessible à tous. Voilà, en tout cas, moi, je me positionne vraiment comme de celles et de ceux qui œuvrent à diffuser cette connaissance qui pouvait être réservée à une élite jusqu'à présent et qui aujourd'hui, au vu de ce que l'on vit collectivement et de la manière dont nous sommes un peu ébroués, cette sagesse et cette connaissance est un socle, un soutien auquel on peut s'arrimer voilà, Mm. pour traverser la tempête. On parlera également de Marie-Madeleine un peu plus tard parce que bien évidemment, il y a un lien très fort avec tout ce que vous transmettez. Est-ce que vous pouvez nous partager votre première expérience justement avec le tarot? Comment ce jeu de cartes a pu créer en vous une guidance qui semblerait à bouleverser votre vie? Moi, je viens d'un milieu où c'est pas nécessairement, enfin, j'ai pas baigné là-dedans, hein, voilà, je viens d'une famille assez cartésienne, un papa très pragmatique, très voilà, matérialiste même. Mhm. Ma mère est un peu plus ouverte à ces choses-là, mais j'ai quand même reçu voilà, une éducation voilà, qui ne me prédisposait pas forcément à tout ça. Et pourtant, j'ai toujours été en quête de sens depuis que je suis Mhm. toute petite. J'ai toujours eu un attrait pour le mystère, on va dire. Voilà, le tarot, il m'est tombé dessus un peu au début de ma vie d'adulte. J'en ai vu un exemplaire, j'ai vu un jeu du fameux tarot Kamoin Jodorowsky chez mon frère aîné avec l'ouvrage qui allait avec. Je lui ai piqué son jeu et son livre. Et puis Obligation. voilà, j'ai commencé à bidouiller un petit peu avec ça. Mais en fait, c'est vraiment encore une dizaine d'années après, c'est-à-dire au moment où je suis tombée enceinte de mon fils, Mhm. que voilà, ma vie a été un peu chamboulée, comme on peut l'imaginer avec l'arrivée Ouais. d'un enfant. Et puis il y a eu plein d'autres événements de vie qui ont fait que voilà, ça a été le moment en fait d'une rencontre assez percutante avec le Mhm. tarot, suite aussi à quelques ennuis de santé. Enfin voilà, une grosse remise en question. J'étais déjà jeune prof dans l'éducation nationale, Mhm. fraîchement diplômée, titulaire, et je sentais déjà que j'étais pas du tout à ma place. Mhm. Donc je Oui, me suis dit, j'imagine. Mhm. les 40 prochaines années vont être compliquées. Et en fait, le tarot a été pour moi comme déjà une révélation en soi, parce que moi qui étais si assoiffée de connaissances et de mystères, j'avais l'impression de découvrir un monde Ah oui. qui me passionnait, l'étude des symboles en fait, c'est un peu comme si, vous voyez les poupées russes. Oui, tout à fait. Bon, On c'est ouvre une ça. poupée, ouais. J'ai ouvert le tarot et tout est venu avec. Mm. Donc, ça a été comme une espèce d'explosion de découverte. Donc, il a fallu que je canalise. Mm. Et ça a été ce fameux fil rouge qui m'a permis de me réorienter vraiment, hein. Ça a été une boussole pour moi. À la fois, il a été le support d'une découverte et de vraiment de la connaissance de moi-même, parce que j'ai entamé véritablement un parcours personnel, intime
initiatique de connaissance de soi. Mhm. Et en même temps, en découvrant cet outil, je n'avais qu'une envie, moi qui étais donc déjà quand même très portée sur la transmission, je ne suis pas devenue prof pour rien. Je me suis dit non, mais en fait, c'est pas la langue italienne que je veux transmettre parce que j'étais prof d'italien. Là D'accord. aussi, on voit qu'il n'y a pas de Ah hasard avec ce ouais, que vous avez dit au départ. c'est dingue, c'est fou, hein. Comme quoi on est vraiment prédestiné, hein. C'est pas, Ah, mais c'est quand même dingue, hein. j'ai fait les liens des Ah années ouais, après, mais j'ai fini par comprendre. mais ouais, Et, bien sûr. et je me suis dit, non, en fait, c'est la sagesse du tarot que j'ai envie de transmettre. Et donc, j'ai mis Mm. du temps. J'ai pris quasiment 8 ans Mm. à me former, à me reconvertir. Et c'est en Et donc, 2017 que j'ai franchi le cap. et vous êtes formé dans une école de tarot ou auprès de Oui, personnes? Mhm. alors je me suis formée en fait à l'outil référentiel de naissance, qui D'accord, est un outil de développement personnel et de connaissance de soi qui a été mis au point par Georges Colleuil dans les années 80. d'accord. Et j'ai été formée dans son école, donc l'école du référentiel de naissance. Et ça m'a donné toutes les bases en fait de décodage symbolique et toutes les connaissances nécessaires à la fois pour rentrer dans le tarot et à la fois pour accompagner des personnes à travers l'outil référentiel de naissance à mieux se connaître, à trouver Mm. à donner du sens à leur vie. D'accord, Tout ce ok. que j'étais en train de découvrir pour moi-même en fait. Et l'outil référentiel de naissance, c'est en lien avec quoi? La numérologie ou Alors, il y a de la numérologie, effectivement, l'astrologie? pas d'astro, mais c'est un D'accord, outil qui a pour base le tarot de Marseille et d'accord. la numérologie. Mm. Voilà. Ok, très bien. Donc, c'est vraiment, ça m'a passionnée pendant des années. J'en ai fait le point de départ de ma reconversion, puisque j'ai commencé à accompagner en séance individuelle pendant plusieurs années voilà, tout un tas de personnes qui venaient me consulter. Et voilà, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Donc, vous êtes formé pendant un certain nombre d'années et en fait, vous avez commencé à avoir votre propre approche Oui, du tarot. Et aujourd'hui, donc, au travers de votre école, hein, Tarot Sophia, que vous avez créée, qui est une école en ligne hein, de oui. tarot, vous transmettez donc ce que vous avez expérimenté avec cet outil de guidance. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos enseignements qui se reposent, vous nous dites, sur une approche initiatique, alchimique et spirituelle? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, en fait, ma façon de transmettre le tarot, elle a évolué avec moi Mhm. et avec mes propres apprentissages et mes expériences de vie. Donc, c'est vrai qu'au départ, quand j'ai créé mon école en ligne Tarot Sophia, j'ai commencé à transmettre le tarot comme outil de développement personnel et de connaissance de soi, puisque c'était ma porte d'entrée et c'était par là que moi-même j'avais démarré. Mhm. Et puis, plus j'ai avancé dans ma pratique, dans ma connaissance personnelle, et plus je me suis rendu compte que le tarot véhiculait un message qui allait bien au-delà voilà, de se trouver soi, ce qui est déjà très bien et Mhm. qui est un chantier en Mhm. soi. Mais j'y ai découvert vraiment une profondeur, une sagesse. Et c'est là que j'ai été amusée parce que quand j'ai fondé mon école et que j'ai trouvé ce nom Tarot Sophia, j'ai fait le lien, là aussi des années plus tard, avec la fameuse sagesse, la Sophia. La Hein, Sophia, on parle oui. de philosophie, d'amour de la Mhm. sagesse. Et là, c'était la sagesse du tarot. Donc, Mhm. je me suis retrouvée au fil de mes pérégrinations initiatiques personnelles et des rencontres que j'ai faites aussi parce que j'ai fait de très belles rencontres. J'ai eu des mentors et des enseignantes qui m'ont ouvert énormément de portes et de connaissances. Eh bien, ma pratique du tarot a évolué. Donc, moi, Mhm. j'ai commencé de cette manière-là et puis
Alors, je me suis aussi très, très vite intéressée à tout ce qui était énergétique, vibratoire. Mhm. Donc, je me suis formée en aromathérapie énergétique. Et j'ai commencé à... Moi, j'adore ça. Je suis très mercurienne, donc je fais marcher beaucoup ma tête. Et j'ai commencé à faire tout un tas de ponts et de passerelles. Moi, j'adore tisser des liens. Et je me suis rendu compte qu'en étudiant les huiles essentielles, en étudiant aussi les élixirs floraux, parce que je me suis formée aux fleurs de Bach et à d'autres systèmes d'élixirs floraux, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des correspondances vibratoires entre les arcanes majeurs, entre les archétypes des arcanes majeurs du tarot et des huiles essentielles, des élixirs floraux, et que tout ça pouvait grandement nous aider à nous harmoniser sur le plan psycho-émotionnel. Alors, donnez-nous un petit exemple pour bien le comprendre, c'est-à-dire, parce que c'est passionnant là ce que vous nous dites. Alors ça, j'en Ouais. parle en détail dans mon livre, Oui. Le tarot de l'unité. Alors si je prends par exemple l'arcane du battleur, qui est le tout premier arcane du tarot, qui dans sa symbolique est un petit peu l'archétype de l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, il a ce côté curieux, espiègle, avide de découvertes et d'expériences. Il a envie de tout explorer, il a envie d'apprendre, de découvrir. Donc c'est super chouette, c'est enthousiasmant. Mais il peut y avoir aussi le côté un peu dispersion. On peut avoir ce côté touche à tout, ce côté je commence beaucoup de choses, mais je termine rien. Et donc, je me suis amusée à faire, par exemple, dans ce cas-là, la correspondance avec l'élixir floral de folle avoine dans le système du docteur Bach, des élixirs Ouais. floraux de Bach, qui est vraiment un élixir qui va venir nous aider à nous canaliser, Ouais. à nous orienter, à éviter de se disperser, d'aller dans tous les sens, pour pouvoir vraiment trouver son fil et son chemin. Un de mes enseignants, Georges Colleuil, qui a commencé à tisser ce genre de passerelle. Moi, ça m'a passionnée. Donc, je me suis basée sur ces travaux et je les ai repris, je les ai amplifiés, je les ai adaptés à ma propre sensibilité, à mes connaissances et à mon filtre de perception. Donc, il y a des choses avec lesquelles j'étais d'accord avec lui et puis il y en a d'autres qui me parlaient moins. Et du coup, voilà, je suis allée gratter un peu plus loin à partir de ce que lui avait proposé. Et donc, vous transmettez tout ça donc, au travers de vos cours en ligne. Oui, puisque j'ai élaboré une formation en ligne d'initiation au tarot de Marseille qui s'appelle Tarot Autonome et qui est une méthode pour s'initier en fait au mystère, à la sagesse du tarot de Marseille sur le plan symbolique, mais aussi sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan psychologique, en fait sur tous les plans qui nous constituent en tant qu'être humain incarné. Comment est-ce que je peux m'approprier le tarot dans tous les domaines de ma vie? Qu'est-ce qu'il peut venir m'apporter? Comment est-ce qu'il peut me renseigner? Quelles informations il peut m'amener? Et surtout, comment est-ce que je peux être autonome avec mon jeu de tarot? Comment est-ce que je peux m'auto-accompagner? Voilà, En gros, pour donner un peu plus d'éclairage sur la manière de l'utiliser, justement, ce jeu de cartes, quelle est la base, plus ou moins, pour pouvoir avoir des informations? Alors, la base, celle que moi je transmets en tout cas déjà, c'est de rencontrer les arcanes un par un et de comprendre la structure initiatique du tarot parce que c'est un chemin. D'accord. C'est un voyage. Voilà, c'est un voyage. Et donc, moi, je me propose en fait de baliser et de donner des points de repère sur ce chemin. Donc ça permet d'aller à la rencontre déjà de chacun des arcanes majeurs. Et à partir de là, une fois qu'on a quelques bases, quelques notions, on va s'amuser, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu. Ouais. C'est un jeu de cartes. Ouais. Donc, et puis on c'est va vrai s'amuser. quand on s'amuse, on apprend plus vite également. Exactement. Donc, il ne faut pas perdre le côté ludique de ce jeu. Et je propose
des protocoles de tirage, des pistes en fait très concrètes, comment utiliser le tarot au quotidien pour répondre à des questions qu'on se pose tous. On a les réponses à l'intérieur de nous, mais parfois, on ne sait pas où et comment aller les chercher parce qu'on est tellement coupé, chacun à notre niveau, mais on nous a tellement appris à nous couper de cette petite voix intérieure, de cette sagesse que nous portons à l'intérieur de nous, que eh bien, le tarot vient nous réhabiliter, vient nous redonner, nous remettre en fait en chemin vers cette petite voix intérieure. En gros, donc, on fait un tirage sur des questions du quotidien, sur des questions de l'existence. Oui. C'est en lien avec notre intuition, hein, donc avec cette sagesse qui est aussi l'intuition, quoi, en fait, d'une certaine manière. Exactement. En fait, c'est comme si le tarot fonctionnait comme un miroir, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais tirer une carte, je vais prendre un instantané, une photographie de ma vie intérieure. C'est un outil projectif. Donc Jung en a très très bien parlé aussi de cette dimension-là projective de la psyché. En fait, c'est un support qui fait que je tire une carte en me demandant quel est l'archétype avec lequel je suis en lien en ce moment, qu'est-ce qui m'habite en ce moment, et je tire l'ermite, admettons. Eh bien, l'ermite va venir me dire, bon, ben voilà, je suis dans une quête de connaissances, j'ai peut-être besoin de me ressourcer dans une solitude nourricière, peut-être que j'ai besoin de silence, peut-être que j'ai besoin d'aller marcher dans la forêt, que j'ai besoin de me relier aussi à une sagesse plus ancienne que la mienne, à aller, à cheminer, je suis en quête. Voilà, donc c'est un exemple, mais le tarot, c'est vraiment un miroir qu'on se tend à soi-même. En écoutant tout ce partage, Hélène, à l'évidence, le tarot a été un véritable guide, hein, en vous écoutant, et donc il vous aurait ouvert sur ce cheminement, votre cheminement de vie, des portes initiatiques. Alors vous vous présentez comme tarologue, mais également comme prêtresse, car vous dites avoir répondu à l'appel de la déesse Isis et de la voie initiatique égyptienne. Alors de quoi s'agit-il exactement? Qui est Isis? Même si on a des informations à ce sujet, mais ça sera intéressant que vous nous en parliez. Et en quoi les enseignements de cette déesse égyptienne pourraient être importants aujourd'hui? Alors, comme je le disais précédemment, le tarot, c'est un peu un système de poupée russe. Et pendant que j'étudiais le tarot, il y avait des petits cailloux comme ça qui se mettaient sur ma route, et en étudiant certains arcanes, je me rendais bien compte que on me dirigeait vers d'autres civilisations plus anciennes, vers des choses qui déjà m'attiraient, hein, depuis toute petite. Et c'est comme ça que quand on me parlait de l'arcane de la papesse, par exemple, qui est le deuxième arcane du tarot, et qu'on me disait, la papesse, elle a le voile derrière elle, c'est le voile d'Isis. Tout de suite, ça m'interpellait. Je me dis, tiens, le voile d'Isis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, donc j'ai creusé un petit peu, par moi-même, j'allais lire, je cherchais, etc. Et un jour, l'étau s'est resserré autour de moi par tout un tas ce sont des rendez-vous de vie, en fait, hein. Ce sont des synchronicités, des rencontres. J'ai rencontré plusieurs personnes, dont une femme qui est devenue ma mentor, qui m'a initiée à la voie Isiaque, donc à la déesse Isis. J'ai rencontré une prêtresse d'Isis. Je n'imaginais même pas que ça existait. En l'an 2000 et quelques, puisque j'ai fait sa rencontre en 2018, je n'imaginais même pas que ça existait encore, des prêtresses d'Isis. Pour moi, c'était un truc poussiéreux, des temples égyptiens, et voilà.
Et j'ai rencontré cette femme qui proposait un cursus initiatique. Et je me suis tout de suite sentie appelée, mais ça a été Très fort. d'une puissance incroyable. Et en même temps, j'étais bombardée de signes, de synchronicité. Je voyais Isis partout. J'allumais la télé, je voyais Isis. Bon. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et je me suis lancée dans cette aventure. Alors moi aussi, j'étais un peu comme vous. Je savais que Isis était une déesse égyptienne, mais au final, je n'en savais pas beaucoup plus. Et tout au long de ce cursus initiatique, j'ai donc appris à découvrir qui est cette déesse et à essayer de comprendre ce qu'elle pouvait bien me vouloir, Ouais, déjà. qu'est-ce qu'elle pouvait m'apporter, qu'est-ce que moi je pouvais lui apporter. Enfin, voilà, Ouais. Donc, Isis, en fait, c'est une déesse dont on a tous entendu parler, qui est peut-être la déesse la plus connue de la civilisation égyptienne et qui est la grande déesse qui incarne, pour moi, la mère divine, Ouais. qui incarne ce fameux féminin divin ou féminin sacré, qui fait son grand retour depuis une dizaine d'années dans nos sphères spirituelles, en tout cas. Et, euh, et j'ai découvert une déesse, une grande initiatrice, une grande enseignante, une mère, vraiment une figure maternelle. Et je suis partie à sa rencontre et j'ai commencé justement à approfondir de cette manière-là mes liens entre le tarot et cette civilisation égyptienne, cette voie initiatique. Et je me suis aperçue que les résonances entre les deux étaient indéniables, inévitables. Enfin, voilà, il aurait vraiment fallu être aveugle pour pas comprendre que aveugle et sourd, tout ça était intimement imbriqué, intriqué. Et ça m'a donné accès du coup à une dimension du tarot que je n'avais pas encore saisie, mais sûrement parce que je n'étais pas prête, Et oui. qui était la dimension spirituelle, initiatique et alchimique. On va un peu parler de Marie-Madeleine parce que justement, ça va nous permettre de mieux aussi comprendre toute cette dimension que représente Isis aussi. J'ai entendu personnellement que Marie-Madeleine aurait été initiée, était une prêtresse isiaque ou initiée. Voilà. Quel est ce mystère? Qui était d'abord vraiment Marie-Madeleine? On a un peu parlé au début, mais on sait aujourd'hui qu'il est important de parler d'elle et de rétablir une vérité, enfin une connaissance à son sujet, et que c'est un des chemins de guérison justement entre le féminin et le masculin. Enfin voilà, de nous parler de toute cette dimension qui est tellement mystérieuse. Mais je pense qu'en effet, Hélène, vous écoutant, vous êtes vraiment là pour tisser tous ces liens et créer ces ponts pour permettre justement de transmettre cette merveilleuse connaissance. Marie-Madeleine, pour être très honnête, on ne sait pas avec certitude si elle a été ou non initiée à des mystères de type mystère isiaque. Rien dans les textes, en tout cas dans les textes connus actuellement, que ce soit les évangiles canoniques, les textes apocryphes ou gnostiques, nous n'avons aucune preuve de cela. Mais il y a tout un faisceau de présomptions. Il y a de nombreux auteurs, historiens et des gens très sérieux qui ont fait des recherches et qui n'ont pas eu d'autre choix que de conclure que cette femme qu'on avait soigneusement évincée on va dire, l'élaboration de la pensée chrétienne, était une femme qui n'avait strictement rien à voir avec la pécheresse et la prostituée qu'on a bien voulu nous dépeindre.
De toute évidence, Marie-Madeleine était une femme issue d'un milieu aisé, d'un milieu juif hellénisé, c'est-à-dire qu'elle a été très probablement instruite de la philosophie grecque, des penseurs grecs, de Platon, voilà. Mhm. Et que c'était une femme qui avait, donc, au-delà de cette éducation, des prédispositions spirituelles et une conscience spirituelle hors du commun. Ça, aujourd'hui, on en est quasiment certain. Alors moi, encore une fois, mon intime conviction, au vu de ces faisceaux de présomption, c'est qu'effectivement, c'est une femme qui avait probablement reçu aussi des enseignements initiatiques, probablement de type isiaque, puisque la Galilée et l'Égypte n'étaient pas si loin à l'époque, et que voilà, tout ça formait un melting pot initiatique très profond, hein, la Grèce, l'Égypte. Voilà, faut vraiment recontextualiser et que Exactement. Il voilà, devait y avoir des courants d'éducation bien sûr, qui existaient depuis des centaines d'années et qui devaient se c'est évident. transmettre entre civilisations, quoi, en fait. Exactement, tout comme Jésus n'est pas sorti du chapeau Bien sûr, à 30 ans, voilà, exactement. avec une illumination soudaine, mais voilà, je m'inscris dans cette lignée de chercheurs et de personnes qui pensent plutôt que lui aussi a reçu Mm. des enseignements initiatiques dès son plus jeune âge. Mm. Donc, Marie-Madeleine, c'était vraiment, à mon sens, ce genre de femme-là. Donc, une femme, d'ailleurs, quand on la taxe de prostituée, là aussi, il faut recontextualiser, il faut comprendre que le terme prostituée était attribué à des femmes qui, justement, non seulement lisaient la Torah, ce qui était interdit, Mm. par le milieu juif traditionnaliste. Ouais, considéré. Et c'était des femmes qui menaient une vie, on va dire, à la marge de ce qu'on attendait d'elles, c'est-à-dire, en gros, de rester à la maison, de s'occuper des enfants et surtout de se taire. Donc ça, c'était ça, une prostituée. Donc voilà un petit peu pour dépeindre, je dirais, un portrait très succinct, hein, parce qu'elle est Mm. bien, elle est beaucoup plus que cela. En tout cas, moi, mon cheminement initiatique avec Isis m'a ramené, Oui. parce que Marie-Madeleine était là déjà depuis très longtemps. Mais c'est comme si Isis m'avait prise par la main en me disant, voilà, c'est là que tu dois aller. C'est comme si, c'est là que je dis que Isis est une mère, parce que elle n'a pas été une mère possessive, elle n'a pas été une mère jalouse, Mm. mais elle a été une mère qui m'a autonomisée, qui m'a dit, voilà, ce n'est pas moi exclusivement que tu vas servir, mais c'est dans cette direction-là que tu dois aller, c'est dans la direction, dans cette voie magdalénienne, dans cette voie gnostique, et dans cette voie de réhabilitation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure et qui est un terme pour moi fondamental aujourd'hui. Si j'ai ce feu, cette passion pour Marie-Madeleine actuellement, c'est parce que pour moi, elle est la figure féminine ultime de notre époque, en ce sens qu'elle cristallise toute la pensée patriarcale qui s'est abattue sur nous il y a 2000 ans Mm. et qui a abouti au monde en dégénérescence dans lequel nous sommes rendus aujourd'hui. Mm. Et qu'elle est justement le fait de la réhabiliter dans qui elle était vraiment, dans le rôle qu'elle a eu auprès de Jésus, le rôle d'enseignante, le rôle de prêtresse, le rôle euh, de, de, de et même je dirais d'héritière Mm. du message christique originel. La réhabiliter là-dedans, pour moi, est absolument une nécessité, un enjeu civilisationnel presque, je dirais, parce que C'est réhabiliter la vérité, c'est déjà. réhabiliter la Mm. vérité, c'est déconstruire un monde d'illusions, un monde de mensonges, un monde faux, qui est celui dans lequel nous vivons et qui est en train de se désagréger, pour faire émerger une autre conscience, qui est cette conscience d'unité,
cette conscience de réconciliation, de pacification et d'harmonie entre nos polarités masculines et nos polarités féminines. De quoi s'agit-il exactement? Parce que c'est vrai qu'on parle de ces polarités-là, on a du mal à intégrer l'idée qu'on a des parts féminines, masculines. En quoi cette voie magdalénienne peut nous aider justement à réunir et à trouver cet équilibre entre ce féminin et ce masculin? En fait, pour moi, la voie magdalénienne, c'est une voie de, comme je le disais, de réconciliation de tout ce qui s'oppose. C'est-à-dire que non seulement ce qui s'est joué il y a 2000 ans a opposé la chair et l'esprit, le corps et l'âme, et on est encore aujourd'hui en train de subir les dégâts de cette séparation. Et donc Marie-Madeleine est celle qui vient réunir cela, nous réconcilier avec la chair, avec le corps, parce qu'elle y met du sacré. Et en même temps, quand on regarde sa vie, quand on regarde son parcours, quand on regarde la manière dont elle a aimé profondément Jésus, dont elle s'est dévouée à lui, mais aussi dont lui s'est dévoué à elle. Et la manière dont Jésus lui aussi a mis en évidence, a tenté de réhabiliter les femmes, puisqu'on sait qu'il a été suivi, accompagné, soutenu autant par des disciples hommes que par des disciples femmes. Cette voie magdalénienne, le cœur de cet enseignement, c'est justement le mariage sacré qu'on appelle le lieros gamos, c'est-à-dire les épousailles intérieures. Si aujourd'hui il y a tant de conflits, tant de guerres, tant de séparations, de divisions, c'est parce que nous nous sommes coupés de nous-mêmes. Nous nous sommes coupés de ce qui fait de nous des êtres humains complets, unifiés, c'est-à-dire avec cette double polarité intérieure. Il y a un couple à l'intérieur de nous. Il y a une part d'essence masculine et une part d'essence féminine. Et c'est le cas chez les hommes et chez les femmes. Et nous devons apprendre déjà à identifier c'est quoi le masculin à l'intérieur de moi, c'est quoi le féminin à l'intérieur de moi. Alors, la réponse sera différente pour chacun d'entre nous, même si on peut tenter de donner des pistes, des orientations et des points de repère. Et c'est tout le sens de mon travail aussi. Et une fois qu'on a identifié cela, on va œuvrer, je préfère dire œuvrer plutôt que travailler, on va œuvrer, et puis c'est un terme alchimique aussi, donc on va œuvrer à harmoniser, à équilibrer. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on a terriblement besoin de remettre de l'harmonie et de l'équilibre, de se relier à ce qui est vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, moi, tout ce que j'ai découvert en me plongeant dans la voie magdalénienne, c'est tout ça. C'est à la fois quelque chose de profondément incarné, un retour au corps, ça je pourrais en parler, mais un retour au corps via notamment la sexualité, qui a été pour moi une révélation. Et en même temps une élévation de la conscience et ça n'a fait que nourrir mon aspiration au divin. En parlant de la sexualité, il y a aussi le mouvement tantrique en fait, enfin cette approche. Comment l'associer à ce que vous apportez, vous initiez justement, pour que ça soit bien compris de nos auditeurs?
quand on s'approche de près de la figure de Marie-Madeleine, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on ne peut pas éviter forcément cette diabolisation du féminin, du corps féminin et de la sexualité féminine, puisque l'amalgame a été très très vite fait entre la prostituée. Bon, ça a démarré avec Ève, d'ailleurs, c'est pas un scoop. Et Marie-Madeleine a cristallisé cela aussi, c'est-à-dire que il y a eu un rejet du corps des femmes, de la sexualité féminine, du plaisir, du sexe féminin qu'on a cherché soigneusement à gommer, à rendre respectable, avec toutes les injonctions contradictoires qui pèsent sur les femmes et le féminin en général. C'est-à-dire qu'il faut être belle, mais pas trop, sensuelle, mais pas trop. Donc, il y a tout ce truc-là que j'ai déconstruit en me rapprochant de Marie-Madeleine. Et du coup, ça m'a amené sur un chemin, effectivement, là aussi de réhabilitation de la sexualité, non seulement comme récupération de la puissance féminine et de quelque chose qui est profondément de l'ordre du vivant. Et en même temps, cette sexualité tantrique, comme vous y faites allusion, dans le sens d'une voie d'accès au divin. Puisque le tantrisme, dans sa dimension spirituelle, bon, l'aspect sexuel du tantrisme n'est que 5% de cette philosophie. Nous, en Occident, on en a fait un truc un petit peu sexy et commercial. Mais il y a avant tout cette quête d'unité dans le tantrisme. Et ça peut passer, exactement, et ça peut passer justement par une autre manière d'envisager la sexualité, une autre manière de se rapprocher du corps de l'autre, de se rapprocher de son propre corps, et de comprendre que dans cet acte d'amour charnel, il y a la réactualisation de l'acte de création perpétuelle. Oui. Donc, il y a quelque chose d'absolument, quand on lit dans les textes que Dieu nous a fait à son image, ça passe aussi par cela. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous faisons l'amour, nous recréons, c'est un Big Bang, nous recréons l'univers. Et moi, c'est Marie-Madeleine qui m'a amené toute cette compréhension-là et qui m'a donné envie de diffuser ce message. Et là aussi, il n'y a pas eu de hasard. J'ai eu sur mon chemin les enseignantes et les mentors qui m'ont formée, qui m'ont permis de me ressouvenir aussi, de récupérer en fait cette sagesse féminine qui œuvre avec le masculin pour l'unité. Et justement, vous accompagnez aussi des femmes à guérir leurs blessures de l'intime sur cette voie magdalénienne. Vous pouvez nous en parler un peu par rapport à ça, parce que c'est vraiment aussi tellement d'actualité. Et oui, malheureusement. Mais alors la parole se libère, c'est une bonne chose. Oui, c'est une très très bonne chose et c'est un mouvement que voilà, je soutiens bien évidemment. Et je suis heureuse de pouvoir assister et accompagner de plus en plus de femmes à la récupération justement de leur intégrité. Donc moi, j'ai été formée en tant que thérapeute prêtresse de la rose tantrique, qui est un terme, voilà, c'est un titre qui peut paraître un peu pompeux, mais qu'en même temps, je trouve tellement juste et tellement joli. J'ai été formée en fait à des thérapies psychocorporelles qui permettent en fait de récupérer
cette fameuse intégrité, ce sont des voies de guérison du corps par le corps, où on va laisser faire en fait l'intelligence érotique au sens large du terme du corps pour remettre du beau, du doux, du bon, pour revenir mettre du lait et du miel là où il y a eu de la blessure, là où il y a eu de l'intrusion, là où il y a eu de la violence et du trauma. D'accord. Donc tout ce qui va couper en fait les femmes de leur ventre, de leur sexe, de leur corps, de leur plaisir, eh bien on va aller y remettre de la douceur, de la lenteur. C'est une rééducation orgasmique, mais au sens large du terme. C'est-à-dire que j'ai été vraiment initiée à un nouveau paradigme féminin qui est un paradigme qu'on peut qualifier d'orgasmique dans le sens où il impacte ce paradigme orgasmique toutes les sphères de notre vie. Il n'est pas nécessairement cantonné à la sexualité, mais c'est un paradigme qui nous permet de comprendre que plus nous réintégrons le plaisir, le désir, la force de vie, la puissance de vie, l'éros au centre de nos existences, plus nous sommes dans le vivant, plus nous sommes des êtres humains divins. C'est-à-dire dans toutes les sphères de notre vie. Exactement. Ouais, donc prendre du plaisir dans tout ce que nous faisons. Et ça va au-delà d'un hédonisme, je dirais, systématique et mécanique. Tout à fait. Hein. Bien évidemment qu'il y a des choses, des fois, dans la vie qui ne sont pas très orgasmiques, qui ne sont pas très drôles, mais on apprend et on remontre aux femmes, en fait, le chemin pour, de l'intérieur, aller redistiller, réinjecter en fait ce nectar, cette source ruisselante de vie, de plaisir, d'amour pour soi déjà. Et c'est quelque chose qui manque cruellement à beaucoup de femmes aujourd'hui. Et aussi à beaucoup d'hommes. Parce que mon accompagnement, certes, j'ai été formée à la base pour accompagner les femmes, mais les hommes ne sont pas exclus de tout ça. Et plus ça va, plus je me tourne vers les hommes, plus mes enseignements sont dirigés vers les hommes et les femmes. Et mon aspiration profonde et mon désir, pour le coup profond, c'est d'accompagner les deux. Donc, j'essaie, et de toute façon, ça se fait de plus en plus naturellement, de ne plus penser en termes masculins d'un côté, féminin de l'autre, même si parfois des espaces distincts sont nécessaires. Mais voilà, le temps de la réunion et de la réconciliation est là, et on a du pain sur la planche. Merci Hélène, c'était passionnant, mais vraiment, on pourrait parler des heures. Donc, je rappelle qu'Hélène est l'auteure du tarot de l'unité que l'on peut trouver sur son site, ainsi que le jeu de tarot, bien sûr, qui l'accompagne, qui propose donc une sorte de décodage de la symbolique aussi des cartes. Oui. Donc, c'est un super outil pour commencer à s'initier un petit peu à ça, puis ensuite faire votre formation. Exactement. Ouais. Qu'on peut donc retrouver sur helenehuc.fr. Toutes les informations seront bien sûr dans les textes du podcast. Hélène, je vous remercie vraiment pour pour tout ce partage qui est en effet très très important. Peut-être que nous pourrons faire une nouvelle émission aussi sur un sujet. Avec grand plaisir. Parce qu'il y a encore plein de choses à dire pour pouvoir justement œuvrer pour cette guérison en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment qui sont en train de bouger. Et en effet, on a besoin de revenir à cette connaissance qui est vraiment hyper importante. En revenant à cette connaissance, on revient aussi à la connaissance de soi. Merci beaucoup Hélène pour ce partage. Merci beaucoup Céline, j'étais ravie de participer à cette émission.
L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.